Je m'appelle Émilie Bonnefoy, je suis la cofondatrice et la dirigeante d'Open Sesame, éditeur de logiciels de cybersécurité. Nous avons une double expertise dans la gestion des accès et des identités et dans l'utilisation de techniques de mathématiques avancées et d'intelligence artificielle pour apporter de la sécurité et de la simplicité dans le parcours de connexion des utilisateurs. Et bonjour, moi je suis Cyril Bras, le directeur cybersécurité de Waller. Aujourd'hui, en fait, l'état de la menace et la complexification des attaques, qui sont quand même de plus en plus fréquentes, font que le risque cyber est vraiment devenu le risque numéro 1 pour les organisations. Les pertes à l'échelle de la France et même à l'échelle mondiale se chiffrent en termes de milliards. Et donc aujourd'hui, ça paraît assez impensable que les organisations ne s'équipent pas de process ou d'outils pour augmenter du moins leur résilience face à ce risque-là. Pour compléter, malheureusement, ce qu'on observe, c'est que depuis des années, les entités ne se soucient pas réellement de la cybersécurité et découvrent dans la douleur. C'est-à-dire une fois que tout est détruit, une fois qu'ils ont perdu leurs données, que s'ils avaient anticipé sur ce sujet-là, ça aurait été bien plus efficace qu'essayer après l'incident de se relever où parfois certaines entités ne se relèvent pas. Peut-être pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est vrai que l'arrivée de l'intelligence artificielle et en particulier de l'IA générative ajoute des menaces supplémentaires. Aujourd'hui, on peut par exemple produire de façon automatisée des campagnes de phishing en utilisant de l'IA générative et en contournant les règles morales. Donc en fait, on voit que c'est assez simple, c'est accessible au plus grand nombre. Et malheureusement, aujourd'hui, les attaquants utilisent l'ensemble de ces méthodes pour compromettre les systèmes d'information des organisations. Clairement, c'est vrai que l'arrivée de l'IA a permis de rendre accessible à n'importe qui les cyberattaques. Il n'y a pas besoin d'être informaticien pour arriver à piloter une cyberattaque qui va fonctionner. Tout simplement parce que ça se monnaie très bien. Il y a des entités qui sont à la recherche des informations qui vont fuiter, soit pour les réexploiter derrière, parce que y a des numéros de carte bancaire qu'on va pouvoir utiliser, soit parce que les données personnelles qui ont été saisies vont permettre de personnaliser les attaques. Enfin, il y a vraiment plein de scénarios possibles grâce à ces données qui ont été récupérées. Ou tout simplement obtenir des accès à des systèmes d'information qui étaient mal protégés. Oui, et puis alors il y a un autre facteur aussi qui je dirais est connexe à la digitalisation croissante des organisations, qui est le basculement quasi systématique d'un certain nombre d'applications dans le cloud. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une phase de basculement qui ne s'est pas toujours accompagnée d'une phase de sécurisation. Et finalement, les accès, c'est vraiment la porte d'entrée pour des attaquants qui vont assez facilement, je dirais, voler des credentials, s'introduire dans le système d'information, y rester un certain temps, et puis procéder à ce qu'on appelle de la latéralisation et commettre des attaques. Donc c'est un peu d'ailleurs le sujet cette année au Forum InCyber qui est celui du zéro trust, c'est-à-dire que cette digitalisation massive et cette complexification des attaques, qui sont de plus en plus nombreuses également, elle aboutit à la conclusion dans nos métiers que le système de défense périmétrique tel qu'il a existé pendant pas mal d'années, en fait, n'est plus valable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le principe, qui est celui du zéro trust, qui, je le rappelle, est une stratégie, est celui de « je ne fais pas confiance et je contrôle en continu ». Et donc ça, c'est une nouvelle approche qui, quelque part, a vocation à permettre aux organisations de renforcer leur posture de sécurité face aux risques et à la menace qui est quand même de plus en plus importante. Puis clairement, la période de Covid a aussi favorisé l'émergence du télétravail et du coup l'explosion en fait, du modèle périmétrique parce que chaque salarié qui partait avec un poste de l'entreprise finalement se retrouve avec un morceau du SI en dehors de la forteresse. Et donc un morceau de SI qu'il faut sécuriser, qu'il faut fiabiliser. Là, le Zero Trust a tout son sens, puisqu'on a des terminaux qui se retrouvent dans la nature.
Alors, c'est en très grande partie lié à la question des usages. Et les usages, ça pose la question de la sécurité, mais c'est surtout le quotidien des métiers. Et donc, correspond souvent à des usages assez basiques, à savoir taper un identifiant et un mot de passe. Voilà, donc la première chose, c'est que cette question de la sécurité, elle a souvent été pensée, on va dire, un peu sans les utilisateurs. Et donc, la question du changement, pour nous, elle est extrêmement importante. Ça, c'est un premier point qui est, je dirais, plutôt culturel. L'autre point, c'est la question des technologies. Historiquement, effectivement, l'arrivée de l'authentification multifacteur, elle est quand même relativement récente. Son déploiement est aussi relativement récent dans les organisations. Et on voit que ça pose tout un tas de questions, notamment de questions d'interopérabilité avec d'autres solutions existantes, notamment avec des annuaires. Ça peut poser des questions également de comment je concilie l'enjeu de sécurité avec l'enjeu de simplicité au quotidien. Et là, on a eu quand même des avancées majeures ces dernières années avec des protocoles de communication qui aujourd'hui vont à la fois offrir un très haut niveau de sécurité et en même temps vont améliorer l'expérience utilisateur. Donc c'est tout ce qui tourne autour de l'authentification sans mot de passe, qui peut reposer sur l'utilisation de la biométrie classique. Donc on va s'appuyer sur les capteurs de biométrie d'un appareil, un téléphone ou un ordinateur. Ça peut être aussi grâce à l'usage de l'IA, de la combinaison de signaux faibles qui sont directement liés au comportement de l'utilisateur. En fait, on pourrait presque parler de jumeaux numériques. On peut être en mesure de reconstituer un jumeau numérique de la personne qui est en train de se connecter. Et en combinant un certain nombre d'éléments qui peuvent être la vélocité de frappe, les données d'un gyroscope, la façon de se déplacer, ou encore les caractéristiques de l'appareil qu'on utilise. Souvent, on utilise des appareils de confiance qui peuvent être un téléphone ou un ordinateur spécifique. Et bien, tout ça, on va le combiner, notamment grâce à l'IA. Et on va être en mesure de vérifier de façon initiale et de façon continue que la personne qui se connecte est bien celle qu'elle prétend être. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que là aussi, évidemment, un niveau de sécurité très important, une obligation qui est de travailler avec des IA de confiance et de vérifier de façon régulière la probité des résultats. Et en tout cas, aujourd'hui, on a des solutions standardisées, des protocoles qui permettent de faciliter le déploiement de telles solutions. Donc on est arrivé aussi à une époque où les mentalités commencent à changer, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'évidemment, taper un identifiant, un mot de passe, c'est juste plus possible. Et puis, on a aussi des technologies qui vont permettre de faciliter et simplifier le déploiement de solutions de sécurité. Et c'est vrai que dans ce que tu as évoqué, il y a un élément qui est important, c'est le contrôle continu. Par défaut, on pense plutôt au MFA, le code OTP, qu'on va taper une fois et puis on obtient l'accès. Là, on se rend compte que les attaquants, maintenant, arrivent à contourner ces systèmes-là. En amont, il y a une campagne de phishing, on l'a évoqué en tout début d'échange, et cette campagne de phishing va être complétée par une réaction de l'attaquant en fonction des informations qu'il va envoyer. L'attaquant va se connecter à la place de l'utilisateur, va recevoir les questions OTP, l'utilisateur va se faire leurrer et va donner les réponses. Et là, dans le cas d'un contrôle unique, le multifacteur ne fonctionne pas. Alors que ce que tu évoquais, le contrôle continu va permettre de s'assurer tout au long de la navigation, tout au long de l'utilisation de la solution, que c'est bien le bon utilisateur qui est derrière son écran. En fait, il suffit de faire l'analogie avec le monde réel. Parce que dans le monde réel, j'ai une clé unique qui va ouvrir la porte de ma maison, la porte de la voiture, la porte de la boîte aux lettres. Non, même si ça serait pratique, dans l'absolu, on se dit quand même c'est quand même bien que ça soit séparé. Le fait d'avoir le même mot de passe partout, les attaquants disposent d'outils qui vont leur permettre de scanner Internet avec ce mot de passe-là, d'essayer des adresses mail, des comptes bancaires, des plateformes de commerce, etc. Et partout où ça va matcher, ils vont récupérer les accès et quelque part s'accaparer la vie numérique de la victime. Oui, alors en fait, l'authentification contextuelle, justement, elle place véritablement l'utilisateur, pardon pour le néologisme, mais au cœur de son usage. Et donc, c'est comment, en fonction du contexte de l'utilisateur, de son usage, du niveau de sécurité qui est requis, je vais demander un certain nombre de telle ou telle information.
Alors je vais donner un exemple très concret. Si je travaille pour les forces de sécurité et que je suis équipée d'un gilet connecté pour aller sur le terrain en opération, évidemment, je ne suis pas du tout dans le même contexte en termes de sécurité. Il ne faudrait pas que quelqu'un récupère mes données de connexion, il ne faudrait pas que quelqu'un puisse me géolocaliser ou puisse m'identifier. Alors que si je suis un utilisateur qui, par exemple, se connecte à Marmiton pour aller chercher une recette de pâte à crêpes, évidemment, j'ai peut-être pas besoin d'un niveau de sécurité ultra élevé. Et donc l'enjeu, il est là, et peut-être pour rapporter ça aussi aux différentes applications et à la sécurité, en tout cas aux briques technologiques que vous utilisez et que vous développez chez Waller. On peut avoir des contextes, je pense à des utilisateurs dans le secteur de la défense et de la sécurité, qui sont des contextes ultra sensibles, où là, effectivement, on peut demander un niveau de sécurité, de la biométrie combinée à un contrôle continu basé sur le contexte de l'utilisateur. On peut avoir des cas d'usage beaucoup plus dans des contextes d'entreprise ou associatifs, beaucoup moins risqués, on va dire, où la donnée a peut-être un petit peu moins de valeur. Et là, on va, par exemple, proposer à l'utilisateur de se connecter avec un lien sécurisé couplé à des éléments contextuels. Mais en tout cas, on va adapter la méthode d'authentification en fonction du cas d'usage et du contexte. Et ça veut dire aussi qu'on sera en mesure, si jamais on détecte qu'il y a une anomalie dans le contexte de l'utilisateur, par exemple, on pourra lui demander un facteur complémentaire. Oui, clairement, en fait, c'est l'analyse de risque qui va déterminer les enjeux, en fait, quelles sont les informations dont je dispose, quels sont mes attendus en termes de disponibilité, d'intégrité, de confidentialité, et en fonction de ça, je vais mettre plus ou moins le curseur à élever, je vais demander des mots de passe complexes, je vais les compléter avec des systèmes de multifacteurs, etc. Et c'est essentiel de se poser les bonnes questions, c'est pas la peine d'avoir... je crois que c'est une expression que tu as utilisée il n'y a pas très longtemps, un bazooka pour écraser une mouche. Voilà, si les données derrière à protéger sont pas importantes, c'est pas la peine de faire quelque chose de trop complexe. Clairement, il faut faire preuve de pédagogie, il faut expliquer pourquoi on le fait en fait. Parce que si on met ça de but en blanc, du jour au lendemain, c'est un mot de passe avec 25 caractères, et il faut ceci, il faut cela, la première occasion qui va être donnée à l'utilisateur de contourner le système, il va le faire. Ou bien on va se retrouver avec des biais de sécurité qu'on ne recherchait pas et qui vont se créer de fait parce qu'on n'a pas expliqué pourquoi il faut le faire. La pédagogie, pour moi, c'est essentiel en cybersécurité, c'est ce qui permet de faire adhérer chacun des utilisateurs du SI aux mesures de sécurité et qu'ils comprennent qu'il a son rôle à jouer dans la protection du système. Il y a un vrai sujet autour de l'accompagnement au changement. Et effectivement, il faut que ce projet qui vise à sécuriser le patrimoine informationnel d'une organisation, il faut que tout le monde s'en empare. C'est-à-dire qu'il faut que ça devienne un projet collectif, il faut que ça soit une aventure collective et il faut qu'au plus haut niveau de l'organisation, il y ait quand même une prise de conscience. Ok, et on parlait tout à l'heure de montagne, on va pas se faire tout de suite les Alpes ou l'Himalaya ou l'Everest, on va démarrer par une petite rando dans les Cévennes au Mont Aigoual, puis ensuite on se fera les Pyrénées, puis ensuite on se fera les Alpes. C'est aussi donner de la visibilité aux équipes et dire voilà quelle est la feuille de route, voilà quel est notre objectif. On va y aller étape après étape. Et donc, ça veut dire qu'il faut apporter la sécurité, cette vision de la sécurité au plus haut niveau. Et qu'il faut ensuite évangéliser un peu tout le monde et faire prendre conscience que ce sujet de la sécurité, c'est un sujet à la fois pour les équipes marketing, à la fois pour la RH. Tout le monde est concerné. Et donc, effectivement, souvent, les bons projets de gestion des accès et des identités fonctionnent à condition que ça devienne des projets d'entreprise. Oui, en fait, la cybersécurité, c'est quelque chose de stratégique. On a beaucoup, trop longtemps, considéré que c'était un sujet exclusivement technique, donc l'affaire de la DSI, du service informatique, alors qu'en réalité, comme tu l'as évoqué, c'est quelque chose qui doit être pris en charge par le management de haut niveau. Et tant qu'on n'arrive pas à cette position-là, c'est-à-dire que les dirigeants de la structure pas imposent, mais se disent la cybersécurité, ça nous concerne, et donc on la met en œuvre,
On peut acheter toutes les solutions qu'on veut, ça ne marchera pas parce que les dirigeants vont faire n'importe quoi, et si les dirigeants font n'importe quoi, les subordonnés, il n'y a pas de raison qu'ils se contraignent eux aussi, et on arrive à des situations catastrophiques.